Vous êtes devant la République LCI au bon endroit. Vous êtes devant la République LCI. Exactement. Au cœur de la République LCI. Au cœur de la République. Prête à ferrailler, Roselyne? Ah oui, prête à ferrailler, évidemment. Avec... Surtout qu'il y a un sujet qui m'excite, alors. Les 80 km/h, ça va chauffer avec nos républicains. Vincent Julet-Parade, bonjour. Avocat au barreau de Paris, spécialisé dans la défense des victimes d'accidents de la route. Renaud Pilat, toujours avec nous, Julien Arnaud et Natacha Polony, bonjour, qui nous a rejoint avant sa revue de presse. Polony sans filtre. Elle a descendu l'escalier à toute berzingue. Elle a passé la seconde. Allez, on embraye, Marie-Aline. Eh bien, on embraye sur les anti-80 km/h qui ne désarment pas. Un groupe de sénateurs qui dénonce un manque de concertation de la part du gouvernement a rendu un rapport ce matin et propose une limitation de vitesse au cas par cas sur décision des conseils départementaux. Nivine Potros. C'est un rapport d'une 50aine de pages dans lequel les sénateurs, de gauche comme de droite, ne mâchent pas leurs mots pour critiquer la limitation à 80 km/h sur les routes secondaires. La décision a été annoncée brutalement et sans concertation. Une mesure très impopulaire qu'ils jugent précipitée. Selon eux, les expérimentations menées sur seulement 3 routes ne seraient pas suffisantes. Une expérimentation inconclusive sur l'essentiel, car engagée pour de mauvaises raisons. Les sénateurs demandent également que les élus locaux, comme les maires, les présidents de département, mais aussi les préfets de département, définissent eux-mêmes les axes les plus dangereux. Une faculté qui est d'ailleurs fréquemment utilisée, comme en témoigne le développement des zones de rencontre et des zones 30 en ville. Enfin, dernière recommandation, décaler l'entrée en vigueur de la mesure au 1er janvier 2019. Le temps de consulter les élus locaux et d'appliquer la limitation de vitesse uniquement sur les routes les plus à risque. Alors, l'argument avancé des anti-80 km/h, c'est toujours on dénonce une mesure imposée d'en haut par des Parisiens, coupée des réalités des régions. Mais quand on regarde l'étude que vous allez voir de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière, on constate, et elles sont représentées en rouge, que ce sont les zones rurales les plus touchées. La proportion de tués sur les routes bidirectionnelles représente plus de 70% des morts sur les routes dans les Alpes de Haute-Provence, les Hautes-Alpes et l'Orne, même danger dans la Manche ou encore dans le Gers. Est-ce qu'il y a une réalité que les élus ne veulent pas voir ? De toute façon, quand vous êtes dans ce domaine, vous voyez bien que les gens qui se tuent sur la route, la mortalité routière, c'est avant tout la mortalité de la ruralité. C'est avant tout les gens de province qui sont sur des routes secondaires qui se tuent. Et d'ailleurs, cette étude le montre, l'étude de l'Observatoire. Donc, nier ça, c'est nier l'évidence. Maintenant, la vraie question, c'est pourquoi s'acharner à ce point pour lutter contre une mesure dont on sait qu'elle va sauver des vies. Moi, je pense qu'il ne s'agit là que d'une levée de bouclier purement électoraliste et qu'encore une fois, la voiture en France, c'est la symbolique de la liberté qu'on connaît aux États-Unis avec les armes à feu. Ça fait 20 ans que j'ai perdu ma mère, ça fait 20 ans que dès qu'une mesure en matière de sécurité routière est prise, on a un front qui se lève. Et derrière ce front, on entend le mot liberté. On a envie d'avoir la liberté de rouler vite. On a envie d'avoir la liberté de boire. Et accessoirement, on a aussi envie d'avoir la liberté de pouvoir éventuellement tuer et blesser quelqu'un. Et c'est inacceptable. Moi, ce qui me surprend et qui est intéressant à étudier sociologiquement, je suis à fond pour cette mesure de la limitation, des limitations de vitesse. J'ai été ministre de la Santé, j'ai été confronté à ce sujet des morts et je dirais même pire, des blessés sur la route. Il suffit d'aller dans certains centres hospitaliers pour évidemment reviser des certitudes. Il vient de sortir un sondage, Marie-Aline, nous en parlions hier. Ce qui mobilise le plus les Français, l'opposition des Français, c'est cette mesure. On pourrait penser que ce sont des sujets économiques, sociaux, des remises en cause sociétales, que ce soit la question de l'université, enfin des vrais sujets. Eh ben non, le principal sujet de mécontentement, c'est le 80 km/h qui doit réduire les trajets de 3 ou 4, enfin, qui allonger les trajets domicile-travail de quelques minutes et parfois de quelques secondes. Et là, c'est très intéressant à voir. Roselyne, je pense que
parce que justement, au cœur de cette question-là, il y a la question de l'organisation de la liberté individuelle dans une société et de l'évaluation des risques que nous sommes prêts à accepter pour vivre librement. Et vous disiez, il faut aller voir à Garches pour réviser des certitudes. Mais on peut, en effet, connaître très bien ces services-là, y être allé, savoir les drames que peuvent être les accidents de la route et les très grandes invalidités. Enfin, c'est absolument atroce. Et pour autant, se poser la question de savoir comment on va faire pour que les mesures qui sont prises le soient au mieux et en préservant la liberté des individus. Alors la liberté dans l'ignorance, ça n'est pas de la liberté, on est d'accord. Donc ceux qui ne veulent pas savoir et qui vont continuer à conduire comme des abrutis à des vitesses délirantes, ça n'est pas de la liberté. En revanche, il y a des gens qui ont l'impression que le mieux serait peut-être d'adapter suivant les endroits, plutôt que de mettre en place quelque chose de totalement uniforme, d'essayer justement de susciter l'intelligence individuelle plutôt que d'interdire. C'est tout cela qui est une question de fond à se poser. L'intelligence individuelle, une société qui interdit est une société qui abrutit les citoyens. Ah oui, enfin, donc ça peut se discuter. Vous avez 5 heures. C'est un débat compliqué. Il ne s'agit pas d'avoir des certitudes, mais de poser 2-3 questions, d'essayer de se dire comment on trouve le juste équilibre. Renaud, où est-il ? Là, vous qui analysez la politique, qu'est-ce que ça dit plus largement de la société actuelle ? J'entends ce que dit Natacha. Beaucoup de gens se sentent progressivement, année après année, dépossédés d'une forme de pouvoir dans leur vie. Oui. Pouvoir économique, pouvoir dans leur entreprise, pouvoir dans leur vie. Et donc, quelque part, ils disent, le dernier petit pouvoir qui nous reste, il faut pas fumer, hein, mais c'est fumer une clope, c'est aller un tout petit peu plus vite, c'est ces petites griseries du quotidien où les gens se disent, c'est les derniers petits moments où je me sens libre. C'est même pas aller plus vite, c'est tout simplement être celui qui décide à quelle vitesse il va et qui sait ce qu'il doit faire. Cette autonomie. Voilà, cette autonomie. Mais cela dit, quand on regarde, pour le coup, politiquement, et Roselyne, vous avez été à la santé, vous savez très bien, sur 50 ans, regardez les archives au moment où on a imposé la ceinture de sécurité. Oui. Regardez les archives au moment où on a imposé le siège bébé. C'était les mêmes débats. Et regardez la courbe des tués. C'est vrai, hein. À chaque fois qu'il y a une mesure drastique, eh bien, les morts sur la route diminuent. Julien Arnaud, vous qui êtes un fan d'analyse de ce qui se passe à l'Assemblée, au Sénat, est-ce que c'est pas aussi, parce que la grogne est chez les sénateurs, le signe du malaise vis-à-vis de l'évaluation des politiques gouvernementales, comme on peut pas trop s'opposer à un gouvernement qui mène une politique avec laquelle finalement on est d'accord, on se cristallise sur un point mineur. On se cristallise sur ce point. Alors eux vous diront que c'est pas un point mineur, et notamment on voit ces républicains, ce sont des sénateurs, les républicains, et notamment ce face-à-face qui va jouer avec Édouard Philippe aussi, lui l'ancien républicain passé au sein du gouvernement. On a fait un symbole. Et qui en a fait un symbole, qui est très attaché, qui n'a rien voulu lâcher, même s'il y avait de la grogne aussi de la part de certains ministres. Alors tous ne sont pas allés à découvert pour dire leur opposition, mais ont essayé de faire pencher la balance. Celui qui est le plus exprimé, c'est Jacques Mézard notamment. Il y avait d'autres ministres qui ont été élus dans des circonscriptions rurales et qui étaient pas... Dites qu'il est le ministre en charge de la cohésion des territoires, j'ai l'impression que beaucoup de Français le savent pas. Alors Jacques Mézard, ancien sénateur et en charge de la cohésion des territoires, effectivement. Et sénateur en Auvergne, c'est-à-dire dans un endroit justement rural, là où il y a une problématique. Alors, ce mouvement n'est pas inédit, parce que Roselyne doit le savoir, elle était ministre à l'époque. Moi, j'ai le souvenir des années 2005-2006, donc on se situait à 3-4 ans de la grande loi de lutte contre la violence routière, où on voyait tous les députés, tous les sénateurs qui couraient à l'Élysée, à Matignon, pleurer chez les conseillers de Jacques Chirac et à l'époque de Raffarin, pour dire « mais arrêtez, vous allez nous faire perdre les prochaines législatives ». Et si vous voulez, je trouve que cette lutte contre ce 80, ça a un parfum d'alibi politique électoraliste qui, moi, quand je le mets en contrebalance par rapport à ce que je vois au quotidien dans les dossiers que je défends, mais profondément insupportable, parce que, comme vous l'avez dit, on a eu le même discours sur la ceinture, mais pourquoi poser la ceinture ? On a le droit de mettre sa vie en danger si on en a envie. Et puis aujourd'hui, on est quand même passé de 12 000 morts il y a 20 ans à 3 000. Mais est-ce que c'est simplement un problème de fond et passe aussi un problème de méthode ? Je voudrais qu'on écoute Philippe Bas, qui est le co-auteur du rapport, un sénateur Les Républicains, sur LCI ce matin, qui lui préférait que l'on passe au cas par cas. Cette mesure qui a été prise, elle n'a pas
de fondement scientifique. Elle est brutale parce qu'elle n'a pas été concertée. Elle est aveugle parce qu'elle s'applique partout, même sur des voies qui ne sont pas dangereuses. Si on substitue une mesure concertée et intelligente à une mesure brutale et aveugle, on aura fait un grand pas en avant. Ça vous fait réagir, Roselyne? Oui, enfin non. Oui. Pendant l'interview. Je connais bien Philippe Bas, je l'ai connu comme ministre de la Santé. Quand je suis arrivé ministre de la Santé, avenue Duquesne, c'est lui qui m'a accueilli. C'est avec lui que j'ai fait la passation de pouvoir. Drôle d'argument. Je sais ce qu'il pense au fond. Il est en plus sénateur de la Manche. Juste, on a vu la carte que vous nous avez montrée, Marie-Aline. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Que je comprends plus à l'écouter. Vous avez l'air de dire tous que c'est un argument électoraliste, et de la part des sénateurs, très certainement, bien entendu. Mais Roselyne, vous disiez en introduction de ce débat que c'est le sujet que les Français mettent en avant. Donc il n'y a pas seulement la question électoraliste et politique, il y a la question de ce que pensent les citoyens. C'est-à-dire, ce qui nous intéresse, c'est pas ce que pense un sénateur qui essaye de se faire réélire. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir quelle vision les citoyens ont de la démocratie et de la façon dont on l'applique. Est-ce qu'on uniformise le territoire ou est-ce qu'on essaye de faire confiance au local pour essayer de régler ce problème? Parce que bien entendu que ce sont les routes rurales qui sont les plus touchées. Bien sûr, parce que c'est là qu'on a le besoin de sa voiture. C'est là qu'on est obligé de vivre avec sa voiture. Natacha, c'est aussi au local qu'on est le plus sensible à des pressions électoralistes, parce que les freins sont au plus près des roues, on le sait bien. Pour ce qui est des représentants, mais les citoyens, ils ont besoin que la démocratie soit proche d'eux. Mais alors, il y a quelque chose qui m'a interpellé, Vincent Jules-Parade, c'est que une étude vient de surgir en montrant, souvent on dit, oui, pour assurer la sécurité sur les routes, le problème n'est pas de limiter la vitesse, mais c'est de les d'entretenir ces routes. Or, le rapport montre que c'est sur les routes en meilleur état qu'il y a le plus d'accidents. C'est quand même très interpellant, cette affaire. C'est interpellant, et d'un côté, c'est pas non plus étonnant, parce qu'il s'agit essentiellement de routes secondaires bidirectionnelles que vous allez élargir, vous allez couper les virages, et vous allez avoir ce sentiment de sécurité accrue, si vous voulez, qu'on a aussi sur autoroute. Le problème de ces routes bidirectionnelles, et on parle bien que des routes secondaires bidirectionnelles, ce sont les seules concernées par le 80, qui demeure de loin le plus dangereux, et c'est bien pour ça que des pays, notamment la Suède, mènent une politique depuis 20 ans pour réduire au maximum ces routes qui permettent d'avoir un choc entre deux voitures allant en sens inverse. Donc il y a un sentiment chez le conducteur que la route est plus large, le goudron est mieux lissé, on peut accélérer. Le problème, c'est que la vitesse excessive reste quand même une cause principale d'accident. Vincent Jules-Parade, vous l'évoquiez tout à l'heure, vous avez vos parents ont été victimes d'un accident, votre mère a été fauchée lors de cet accident, vous étiez très jeune. Le chauffard, en l'occurrence, si je me souviens bien de votre histoire, était ivre aussi et avait une vitesse très 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 forte. Est-ce que ce que montre aussi ce rapport, c'est que ce n'est pas simplement lié, ces accidents, à la vitesse, que ça soit 80-90, mais qu'il y a des causes aussi, c'est le sommeil, c'est la prise de médicaments, c'est la drogue, l'alcool. Est-ce que c'est pas ça aussi la bataille? En matière routière comme en matière aéronautique, vous avez rarement une seule cause d'accident. Quand vous épluchez un peu les choses, vous vous rendez compte qu'il y en a plusieurs. La vitesse est très souvent un facteur aggravant, et on sait qu'en réduisant la vitesse, on peut réduire la gravité de l'accident. Après, si vous voulez, je considère que la mesure qui a été annoncée par ce gouvernement il y a 3 mois est une mesure courageuse et qui, moi, m'a surpris. Parce que, honnêtement, je dois avouer que durant la campagne présidentielle, moi, je suivais le discours des candidats et j'étais un peu atterré par l'absence de prise de position d'Emmanuel Macron sur le sujet. Et quand j'ai vu à quelle volonté Édouard Philippe annonçait cette mesure et la soutenait, je me suis dit qu'enfin, on avait, comme on avait connu sous Jacques Chirac, comme on avait connu sous Pompidou, une volonté politique qui allait permettre de renouer avec la baisse. Alors maintenant... Et qui n'était pas alors une mesure électoraliste. Du tout, mais du tout. Et si vous voulez, encore une fois, comme le dit Édouard Philippe, à chaque fois qu'il y a eu un courage politique en matière de sécurité routière, on a sauvé des milliers de vies. Et après, si vous voulez, il y a aussi un argument économique, c'est que les gens n'en ont pas conscience, mais du coût économique de l'insécurité routière, si on ne veut pas parler du coût humain, c'est 38 milliards d'euros par an pour la société. Il y a un enjeu. Alors, qu'on soit... En plus, le président de la République a rappelé qu'il n'était pas content... Sans compter l'enjeu écologique. Une lecture, une rétrospective dans quelques années pour voir si ça avait été purement efficace. Mais... 1, je pense qu'il faut soutenir cette mesure. 2, il faut, oui, les sénateurs ont raison, il faut qu'on réfléchisse au local sur l'aménagement des infrastructures, notamment pour réduire
les chocs frontaux. Mais vraiment, j'ai pas envie qu'il y ait des gens qui meurent, qui soient handicapés, simplement parce qu'on a voulu épargner quelques bulletins. Et la mesure sera testée pendant 2 ans, et si ça ne fonctionne pas, Emmanuel Macron a dit que bien on arrêtera, on fera marche arrière. Emmanuel Macron qui a été interpellé hier sur cette mesure qui fait autant débat lorsqu'il s'est déplacé à Saint-Dié, et il a défendu la limitation de vitesse. Écoutez. Revenez sur la mesure des 80. Ah, vous m'avez entendu, je vous ai expliqué. Oui, mais c'est pas bon. Ah oui, c'est pas grave. Les 80, c'est pas une mesure qui va révolutionner le pays. Mais c'est pas une mauvaise mesure. Surtout qu'on a... Non, parce que ça va éviter les dépassements de camions. Et sur un déplacement moyen, je l'ai déjà dit plusieurs fois, de 40 km par jour, ça vous fait perdre quoi, 2-3 minutes. C'est rien. C'est très peu de temps quand on regarde l'étude de la sécurité routière. Si l'on baisse la vitesse de 90 à 80 km/h sur les routes secondaires, on le rappelle, sans séparateur central. Alors pour faire 11 km de Cluny à Thésée, le trajet est rallongé de 50 secondes pour 8 minutes de conduite. Pour 25 km de Pontivy à Beau, par exemple, 2 minutes de trajet en plus sur 18 minutes. Et enfin, pour Châteauroux-Lignières, 41 km, le trajet est rallongé de 3 minutes pour une demi-heure de conduite. Non, mais ça, c'est un calcul purement mathématique. C'est la qui théorie. ne tient absolument pas compte de ce qui va se passer quand on aura devant soi un camion ou un camping-car qu'on ne pourra pas doubler, donc, et qui, lui, ralentit terriblement à certains passages, qui a du mal à monter une côte, etc. Et là, dans la vraie vie, ça va être beaucoup plus que ça. C'est bien ça le problème, c'est que les calculs mathématiques, ils ne racontent pas ce que c'est qu'une route où vous avez une file longue comme ça qui se masse derrière un camion et où là, ça devient dangereux. Parce qu'en effet, il y a des abrutis qui s'énervent. Et c'est, alors, on peut regretter qu'il y ait des abrutis. Continueront à s'énerver, non, mais on peut regretter qu'il y ait des abrutis. En mais général, il faut aussi tenir compte de la réalité. Nous ne sommes pas dans un monde, dans un monde idyllique où le calcul mathématique résume le réel. Sur ce point-là, Vincent Joly-Parade. Écoutez, moi je crois vraiment, encore une fois, c'était un grand argument, notamment on a connu aussi ce débat, à un moment où il y avait des propositions de relever à 250 à 130 sur autoroute, et c'est vrai que, bon, le coût c'est quelques minutes, mais je pense qu'en fait les gens n'ont pas l'analyse en minutes, c'est plus le moment présent, c'est encore une fois la frustration de ne pas pouvoir aller à plus d'une vitesse. D'ailleurs, Natacha, quand vous parliez tout à l'heure dans votre débat initial, vous accrochez au débat de la notion de liberté. Mais je pense que vous pourriez mettre 90, 100, vous auriez toujours des gens mécontents, qu'on les frustre de ne pas pouvoir utiliser leur bel outil à la puissance qui peut les emmener. Donc voilà, je pense que le problème, c'est que là, les gens se disent, on va encore toucher à notre liberté en termes de temps. Même si vous perdez 10 minutes par jour, c'est quoi 10 minutes par jour? C'est pas perdu. Si ça peut sauver une vie. Si ça peut sauver, oui, du moins des vies. C'est l'heure d'une revue de presse unique en son genre, vous le savez très bien. Qui va aller à toute vitesse. Et qui va aller à toute vitesse, en toute sécurité. Polonie sans filtre. Accrochez vos ceintures. La colère gronde, Natacha, un peu partout ce matin. Mais oui, et est-ce qu'elle va se diffuser? C'est toute la question. Le Figaro titre « Grève isolée, la CGT choisit la fuite en avant ». Alors, est-ce qu'elle est isolée, la CGT? En tout cas, tout le monde se pose la question. Dans la Nouvelle République, Bruno Bécard écrit « Vont-ils parvenir ce jeudi à coaguler ?» C'est le nouveau mot à la mode. Jusqu'à aujourd'hui, la multiplication de colères éparses ne fait pas un tissu conjonctif de revendications et sûrement pas une chienlit à laquelle aspire une frange contestataire. Les tribus gauloises, écrit Bruno Bécard, sont en lutte, mais sans chef. Et c'est bien le problème. Jupiter pourrait gagner la partie ce printemps. Et oui, Jupiter contre les tribus gauloises et Jupiter, tout va bien. Mais il va plus loin. Malheur aux vaincus, Emmanuel Macron serait durablement empêché de réformer, donc si c'était lui qui perdait, ou une déroute syndicale ouvrirait la porte à tous les extrémismes. Et ça, c'est ce qui risque de se dessiner plus sûrement. Alors l'opinion ajoute un front nouveau, c'est-à-dire que finalement les réformes ne sont peut-être pas aussi mirifiques qu'on nous le dit, c'est sur le service national obligatoire. Macron pourrait reculer, nous dit l'opinion, ça pourrait se résumer à une semaine d'internat obligatoire, ce qui quand même est une vaste blague. Une semaine, alors attendez, parce que le rapport, dans sa première version, explique que ce serait une semaine de temps de vie partagé autour de la notion d'engagement personnel au profit de la collectivité. Une sorte de c'est Tolbiac. Voilà, c'est Tolbiac. Avec un enseignement de défense plus ambitieux au collège et au lycée. Ça manquait, l'enseignement de défense plus ambitieux. Bref, ce serait encadré par des réservistes de l'armée et des étudiants des grandes écoles. Donc voilà.
face à des étudiants des grandes écoles, tout ça va être merveilleux. On sent que ça va vraiment, là, il y a des gens qui ont pensé le problème. Alors, il n'y a pas que, on parlait de Tolbiac, on a aussi la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, évidemment. Ouest France titre sur la phrase de Nicolas Hulot, l'écologie n'est pas l'anarchie. Et là aussi, on se pose des questions tout simplement de rapport entre l'individuel et le collectif. Comment accepte-t-on la loi? On en revient toujours à ce cœur-là. Dans la République des Pyrénées, Jean-Marcel Bougreau explique « Les choses se sont dégradées au point d'attirer des centaines de casseurs, sans aucun lien avec la ZAD, ça on l'avait remarqué. Ces gens qui se disent de gauche veulent l'ultralibéralisme pour eux-mêmes. Je m'installe où je veux sur le domaine public, je crée mon activité sans donner mon nom, et l'État n'a pas le droit de me demander des comptes. » En fait, c'est pas l'ultralibéralisme qui veut, ce sont des libertaires. Mais la question est celle, bien, des libertés individuelles face au collectif. Et dans la montagne, Florence Chédotal conclut « Pas un jour où Emmanuel Macron ne cherche à se positionner à l'opposé d'une présidence mollassonne, faible, inactive, mais l'autorité, pour être acceptée, doit toujours s'accompagner d'un sentiment de justice. Si Macron lâchait face aux zadistes qui refusent de décamper, il n'obtiendrait qu'une paix de façade. Dans un état de droit, écrit-elle, le pacte social par lequel chacun renonce à son droit de gouverner ne vaut que si chaque individu fait de même, avec des lois égales pour tous. Sinon, c'est la loi de celui qui crie le plus fort. Aucune liberté individuelle ne peut être garantie. » Alors Natacha, la question écologique qui est au cœur de l'intervention de Nicolas Hulot est présente dans les autres pages des journaux. Et d'abord, cette étude, dans les Échos, il faut absolument regarder cela. À chaque fois qu'il y a des études de ce genre, surfaces agricoles et espaces naturels continuent de disparaître en France. Depuis 2006, c'est l'équivalent du département de Seine-et-Marne qui a été bétonné. Vous rendez compte de la quantité de terres agricoles qu'on perd? C'est le Grand Ouest qui est le plus exposé, c'est-à-dire évidemment la métropole d'Île-de-France, mais aujourd'hui, là où on bétonne le plus, c'est dans le Grand Ouest. Et surtout, c'est l'habitat individuel et du coup l'extension des grandes surfaces qui va avec, qui contribue à ce mitage des territoires. Bref, c'est le mode de vie des banlieues américaines qu'on est en train d'imposer dans l'ensemble du monde occidental. Alors, parallèlement à ça, il faut lire absolument l'article de Fabrice Nicolino dans Charlie Hebdo, puisqu'il se réjouit d'une chose. La FAO plébiscite l'agriculture biologique. Enfin, a-t-on envie de dire. C'est-à-dire que la FAO explique qu'il faut encourager un changement en profondeur de la manière dont nous produisons et consommons les aliments. Il rappelle d'ailleurs que la FAO quand même a été fondée pour soutenir l'agriculture industrielle. Elle est à l'origine de la fameuse révolution verte, c'est-à-dire on allait nourrir la planète à coups de pesticides et de pompage dans les nappes phréatiques. Mais en fait, il nous dit tout ça relève d'une panique. Il va falloir nourrir 10 milliards d'humains avec des sols détruits, des nappes taries, d'immenses surfaces stérilisées. Alors, c'est un premier pas, mais pendant ce temps, le petit article en dessous nous dit que Monsanto est en train d'avancer. Tranquillement, la FAO s'agite, mais Monsanto utilise un cheval de Troie. Ça s'appelle AGRA, Alliance for a Green Revolution in Africa. C'est une structure lancée par la fondation Bill Gates, et oui, qui veut aider le reste de la planète. C'est très gentil, sauf qu'ils le font comment? Avec des partenariats qui, en Afrique, rendent obligatoire les semences transgéniques et brevetées de Monsanto et qui détruisent l'agriculture vivrière au profit d'une agriculture d'exportation. Bref, le contraire de ce qu'il faudrait faire. Alors, d'ailleurs, Le Monde nous emmène dans le monde merveilleux de Monsanto. Il y a une grande enquête sur cette entreprise, alors qui est merveilleuse. C'est idyllique chez Monsanto. On nous explique que c'est une entreprise sympa, il y a l'ambiance Facebook, vous savez, qualité de vie au travail, rémunération élevée, politique d'accueil des LGBT, tout y est. Bon, ils sont en train de ruiner la planète et de détruire les petits paysans, mais c'est pas grave, ils sont sympas. Et cette question de savoir comment on va sauver l'humanité, on la trouve aussi dans un texte absolument formidable, c'est dans Libération, cette fois, sur le véganisme. Est-ce que le véganisme va nous sauver en réformant nos modes de vie, nos façons de nous nourrir? C'est un texte signé Thierry Hockey, il est philosophe. Alors, il avait déjà publié une interview là-dessus, où il expliquait que le véganisme était un puritanisme. Il y a eu une réponse de Marcella Yacoub, qui lui disait la cause animale, ça relève de l'éthique. Et du coup, il répond à nouveau. Et il répond par ces mots formidables. Il dit, vivre est un truc assez dégueu. Oui, c'est vrai, il faut assumer les humeurs, il faut assumer le sang, il faut assumer quelque chose qui n'est pas pur. Mais c'est ça qui fait notre humanité. Manger, jouir, ces aspects de la vie sont des nécessités que le sujet humain rencontre avant de penser. Tout cela est souvent dégoûtant, indigne de l'idée qu'on se fait d'un être humain, mais il faut composer avec. Très bon article, hein, mais vous avez un autre article du jour qui vous a particulièrement marqué. Là aussi, il faut le lire parce que ça se passe dans les campus américains, c'est dans Libération. Hein. Mais c'est notre avenir, c'est en train de s'étendre, évidemment, dans nos sociétés à nous. C'est la question du free speech, la remise en cause de la liberté d'expression par les plus jeunes étudiants. C'est en fait un choc des générations parce qu'il s'agit de ne pas heurter la sensibilité des minorités. Alors, est-ce que l'enseignement
doit éveiller au désaccord, à la différence, à la confrontation, ou est-ce qu'il doit créer un environnement qu'on dit inclusif aujourd'hui pour favoriser l'apprentissage, au risque de stériliser toute pensée? C'est bien ça qui est en jeu. Il faut protéger finalement les discours minoritaires parce que c'est eux qui disparaîtront, quel que soit leur contenu. C'est en fait un affadissement de la pensée, mais c'est en train de se jouer de façon extrêmement violente. Merci Natacha Polony. On reste avec ces esprits échauffés parce qu'on parlera de la colère des Français. Sommes-nous par définition toujours contre? Avons-nous raison de râler? C'est notre débat à suivre. À tout de suite.